commencer à vous présenter le film que nous allons passer. Alors, toute cet après-midi, tout au long de la journée, d'ailleurs, nous avons discuté donc, des conditions de l'alliance entre patients et médecins, de l'intérêt de cette alliance. Nous avons questionné cette alliance et dans notre table ronde, nous allons vous proposer de débattre autour d'une expérience concrète dont le but est de construire une nouvelle alliance entre patients et médecins afin d'améliorer d'une part la compréhension de la maladie et d'autre part les soins apportés à la personne malade. Donc je vais suivre scrupuleusement l'organisation de Catherine qui avait vraiment minutieusement préparé cette table ronde. Alors l'expérience dont on va vous parler, elle prend sa source en 1999 à la Fondation Rothschild à Paris grâce à un médecin pionnier, le docteur Anne-Margot Duclos, assise devant moi, et qui va nous rejoindre dans un instant. Anne est responsable du centre d'évaluation du traitement de la douleur de la Fondation Rothschild. Et c'est à ce moment-là qu'elle sollicite Serge Bouzna et Catherine Levertowski. À cette époque, ils avaient tous deux fondé une association appelée IPAOS, proposant du conseil technique, de la formation et des interventions en clinique transculturelle pour l'aider à comprendre et à dénouer des situations de blocage auxquelles elle a fait face dans l'accompagnement médical de certains patients migrants présentant des pathologies complexes, douloureuses et chroniques. Anne-Margot Duclos faisait l'hypothèse que dans ces situations de blocage, l'absence de prise en compte par les soignants du point de vue du patient, incluant le fait culturel, c'est-à-dire ce que pense la personne malade sur ce qui lui arrive et la manière dont elle gère son mal, pouvait être à l'origine de malentendus, voire d'échecs thérapeutiques. Serge et Catherine ont donc à ce moment-là suggéré à Anne une hypothèse complémentaire, celle de la difficulté pour le patient de comprendre la logique médicale et la nécessité pour les soignants d'expliciter également leur point de vue. Ils ont donc créé au sein de l'hôpital, dans les locaux même du centre d'évaluation et de traitement de la douleur, une consultation de groupe qui réunit le médecin référent, son patient et sa famille, un médiateur parlant la langue du patient et un animateur formé à la clinique transculturelle, alors qui pouvait être Serge Bouzna ou Catherine Levertowski. Pour être plus juste, cette consultation est en fait un espace de médiation entre les mondes des soignants et celui des patients. Ce sont les soignants qui les sollicitent, donc Serge et Catherine, parce qu'ils rencontrent des difficultés et qu'ils n'ont pas trouvé de réponse dans le plateau technique habituel. Le but est donc de permettre à chacun de découvrir et de comprendre le point de vue de l'autre, de dénouer des situations de blocage et d'assurer la reprise des soins dans le meilleur des cas. La proposition est donc de rencontrer les familles 1 à 2 fois au cours des consultations qui durent environ 2 heures. Ce dispositif n'a pas vocation à assurer un suivi psychothérapeutique et au terme des rencontres, le médecin référent reprend le cours de son accompagnement. Comment donc faire émerger au sein de l'hôpital, de manière concomitante et en y portant le même intérêt, sans jamais chercher à les simplifier, à amoindrir leurs différences, la parole du patient et celle du médecin? Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Quelles en sont les conditions? Quelles en sont les limites? Existe-t-il d'autres dispositifs techniques qui peuvent aider les soignants? On ne va pas dévoiler tout sur le sujet du débat car les intervenants sont là pour nous guider sur ces sujets passionnants. Je vais juste donc vous donner quelques clés de lecture du film que nous allons voir maintenant et qui servira de point de départ à la discussion générale de la table ronde. Alors sachez d'abord qu'il ne s'agit pas d'ériger cette expérience de médiation en modèle. Ce que Serge et Catherine ont bâti à travers ce dispositif, ils l'ont bâti à partir de leurs expériences personnelles et professionnelles. D'autres auront sans doute de nouvelles idées, l'intérêt étant de pouvoir inventer et partager de nouveaux outils de travail dans l'intérêt des patients. Ce film est d'un montage de 14 minutes, des consultations au cours desquelles
Serge et Catherine ont reçu avec Anne-Margot Duclos Monsef, donc un homme marocain d'une 50aine d'années. Monsef était, avant sa maladie, un chef d'entreprise très actif. Mais c'est un homme brisé lorsque Catherine et Serge le rencontrent la première fois. En effet, tout a commencé en janvier 2002. Alors qu'il travaillait sur un chantier, il tombe brutalement sur les genoux et il ne peut plus se relever. Hospitalisé en urgence, il est opéré d'une myélopathie arthrosique avec compression médulaire. L'intervention chirurgicale est techniquement une réussite puisque Monsef retrouve la mobilité de ses jambes. Mais quelques temps plus tard, apparaissent des douleurs des membres inférieurs très invalidantes pour lesquelles il va être orienté vers le service spécialité de lutte contre la douleur de la Fondation Rothschild. Et en février 2003, on lui découvre un diabète très sévère. Il est donc mis sous insuline. Le caractère de Monsef change. Lui, que l'on connaissait avant comme un homme affable, chaleureux, se renferme. Il s'emporte souvent violemment contre sa femme et ses jeunes enfants. La vie familiale se dégrade, il s'isole, et devant cette difficulté, Anne-Margot Duclos lui propose donc la consultation de médiation transculturelle, et ce d'autant que le patient lui confie un soir qu'il est sans doute victime d'une attaque sorcière. Donc l'accompagnement de cette situation s'est déroulé sur une période de 3 mois, où Monsef a été rencontré exceptionnellement 3 fois. Donc par la suite, Serge et Catherine avaient eu ces nouvelles par l'intermédiaire d'Anne-Margot Duclos, et donc ils savaient qu'il allait beaucoup mieux, tant du point de vue de la douleur que de son équilibre psychologique. Puis, 6 années plus tard, l'équipe a repris contact avec lui pour préparer le colloque. Serge et Catherine lui ont donc proposé de témoigner sur le dispositif de la médiation, et Monsef a tout de suite accepté, et le film que l'on vous présente donc aujourd'hui est un montage de son témoignage. Donc dans ce film, il a été proposé à Monsef de revisionner un extrait du film de la seconde médiation, donc il avait pris parti, et pour cela nous avons réuni les mêmes protagonistes, c'est-à-dire Anne-Margot Duclos, son médecin référent, Leïla Oudriri, la médiatrice d'origine marocaine qui était intervenue, et Serge Bouzna, qui avait animé l'entretien. Voilà, je vous laisse donc découvrir Monsef qui a accepté d'être filmé et qui, mieux que tout discours, va nous donner son avis sur la question. Monsieur Chaoui, ça y est, c'est bon, on est prêt, là, tout le monde est là, donc allez-y, on va pouvoir y aller. Allez, venez avec moi. Vous connaissez tout le monde, hein, Monsieur Chaoui, ici. Alors, il y a Anne-Margot Duclos, votre médecin, ça fait des années que vous la connaissez. Hein. Leïla Oudriri, vous la connaissez également, c'est la médiatrice qui était là lorsqu'on est intervenu il y a quelques années. Et puis moi, Serge Bouzna, je suis le médecin qui a animé ce dispositif. Et en fait, quand j'ai vu Monsieur Chaoui, j'ai téléphoné à Monsieur Chaoui, tu sais, j'ai retrouvé son numéro de téléphone, et ça faisait plusieurs années que je ne l'avais pas vu, hein, peut-être 5 ans, 6 ans. Et quand 7 ans, même 7 ans. Et quand je lui ai proposé de venir, il a accepté tout de suite. Tu te souviens un petit peu, hein, Anne? Très bien. Comme si c'était hier. Elle m'a aidé beaucoup. Ah ouais, pour ma maladie, quand j'étais enfermé, je pensais à ça. Ça passait comme des cinémas, je pensais à autre chose que des trucs mauvais. C'est ça. Alors, plus ça va, plus que je m'enferme. C'est ça. Vous vous Je m'enferme, je m'en voulais, moi, pour ma maladie. C'est ça. Tu vois, là, c'est une chose très importante ce que vous dites, parce que quand il est venu me voir, on m'avait dit qu'il était très déprimé. Oui. Il était sous antidépresseurs, anxiolytiques. Et très clairement, ce n'était pas un problème de la dépression répondant aux antidépresseurs. On était sur un problème de réel, concret, où il n'avait pas les solutions, il était angoissé parce qu'il savait qu'il fallait qu'il change des choses, mais il n'arrivait pas. Et ça, c'est vrai que nous, médecins, on a la prescription un peu facile. Quand on voit la personne en souffrance, on se dit, bon ben voilà, un peu de pilule du bonheur, mais ça ne marche pas les pilules. Parce que moi, ce qui m'avait frappé, c'est que vous aviez confié
au docteur Margot Duclos quelque chose que les patients ne confient pas habituellement. Oui. Qui est, Oui, vous pensiez que vous étiez, qu'il y avait un sourd, c'est-à-dire une attaque de sorcellerie qui pesait sur la famille. Je vais vous montrer un film qu'on avait tourné à l'époque. Je vous avais vu 3 fois. Oui, 3 Une première fois, où on avait parlé un peu du traitement qu'il avait, de la nécessité de diminuer les médicaments. Une seconde fois, et c'est cette consultation que je vais lui montrer, qui a été montée, c'est-à-dire que c'est un montage de 15 minutes, d'une consultation qui a duré, elle, 2 heures et demie. C'est vrai, c'est le temps que durent les consultations. Pourquoi ça arrive dans cette famille? Pourquoi cette chose-là arrive dans cette famille? Donc c'est bien, donc d'un côté médical, les médecins font ce qu'ils peuvent, mais à chaque fois qu'il y a une tentative de médecin pour essayer d'arranger le problème, hop, il y a quelque chose qui s'aggrave. Par exemple, l'opération là qu'elle a eue sur Saint-Moine, c'était vraiment pour le soulager. Or, on fait un pas dans une direction, et hop, qu'est-ce qui arrive après? Le diabète qui se révèle, et un diabète sacrément sérieux, quoi. C'est pour ça qu'on a dit avec Leïla, la dernière fois, on a dit qu'il faut absolument qu'on voit madame pour qu'on discute avec elle, parce qu'elle aussi, elle a plein d'idées autour de ce qui arrive. Elle voulait comprendre pourquoi on parlait des choses du Maroc, pourquoi on parlait de la vie de la famille, parce que c'est une opération chirurgicale que M. a subie, et que c'est le travail des médecins, c'est leur travail, et qu'est-ce qu'il en est. Donc je lui ai un petit peu expliqué notre position. Apparemment, sa première femme n'est pas quelqu'un de facile. Cette femme, elle a l'air de faire des choses pour casser la famille. Pour casser la famille, l'unité de la famille. Pour casser le couple et la famille. Ça marche. C'est ça qu'on pense, on fait de la sorcellerie. Ils parlent que de ça. Voilà, c'est le premier extrait. Toi, Leïla, qui l'avait vu en médiation, tu l'avais rencontré une première fois, et tu as été le voir au domicile, hein, monsieur Chaoui. Ouais. Et j'avais pris contact dans un premier temps avec sa femme, Oui. justement. Elle est venue, ma famille. Oui. Elle est venue, bien sûr, elle est venue. Voilà, qui m'expliquait que elle n'a pas connu son mari dans cet état-là. Oui, Et elle c'est pas le même homme. Hein. Non, c'est pas le même homme. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a changé de comportement. Il est devenu colérique, il criait beaucoup trop sur les enfants et sur elle. Mais quand on a commencé à discuter, elle avait quand même son idée de ce qui pouvait se passer pour monsieur. Elle m'avait dit, ça doit être Argenteuil. Donc j'ai dit, c'est quoi Argenteuil? Et c'est là où elle m'a dit que donc, monsieur avait une première épouse qui habite à Argenteuil. Donc voilà, donc elle pensait que cette femme-là avait fait du mal. que cette femme-là avait fait du mal à monsieur, et donc à monsieur, aux enfants et à elle. Et donc, Vous vous souvenez, parce que la première consultation, tu te souviens Anne, il se plaignait en fait, monsieur Chaoui, il avait des problèmes de sommeil avec les douleurs et tout ça, et que tu lui donnais. Et donc ces médicaments, tu te souviens, la première consultation, on s'était dit peut-être qu'il faut les diminuer pour permettre que les rêves arrivent. Parce que ce qu'il disait monsieur Chaoui, c'est qu'il n'avait plus de rêves. Il ne rêvait plus. Il rêvait plus. Tu te souviens, Leïla, hein, vraiment, il ne rêvait plus. Et donc, on lui disait, s'il y avait des messages à recevoir dans ses rêves, peut-être faut-il diminuer les médicaments et peut-être que les rêves vont pouvoir redémarrer, revenir. Et ça a été le cas, et ça a été la deuxième consultation où on nous a confié ce rêve qui était un très fort rêve. Hein. Les ordinateurs, ils ont un cerveau. Moi, je rêvais que je cherchais le cerveau qui tenait les cerveaux des ordinateurs. Ça se traduit comment ça? C'est pas mal ça. Alors là, ce rêve-là, mais l'image que vous aviez dans le rêve, c'était quoi? Qu'est-ce que vous voyez quelque chose là? Vous voyez un ordinateur? Non, je voyais le cerveau que je cherchais. Mais le cerveau que je trouve. Ouais. C'est un rond avec des fils qui pendaient. D'accord. On la dote sur l'ordinateur et puis c'est lui qui commande. D'accord. Et vous voyez ce cerveau-là, mais ce que vous vouliez chercher, vous, c'est pas ce cerveau-là, c'était le cerveau qui commandait l'ensemble des cerveaux. L'ensemble des cerveaux. C'est beau. Il est beau ce rêve. Il est magnifique par rapport à la discussion théologique là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il a des préoccupations qui sont des préoccupations de fond. Il ne pense pas simplement à des choses du quotidien, mais c'est ça qui me touche beaucoup, hein, c'est qu'il a aussi des préoccupations sur le sens des choses. Il a vraiment des préoccupations sur le sens des choses, des préoccupations sur le sens même de la vie. Le sens même de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui coordonne tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne du sens à tout ça? Ou est-ce qu'on est tous des petits ordinateurs les uns les autres comme ça séparés? Et puis chacun fait son chemin comme on peut. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous? Ou est-ce que c'est la vacuité du vide, quoi? Ça... C'est un Dieu qui est réuni. Hein? C'est un Dieu.
Mais il est où ce Dieu-ci? C'est ça que vous posez comme question, vous dites il est où? Il est où celui-là? Il est où? Il faut travailler pour le Rendez-vous voir. avec lui. Il faut travailler pour le voir. Il faut peut-être travailler, il faut peut-être... C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Il faut travailler pour le voir. Hein. C'est un long chemin. Hein. Et vous savez, quand vous avez raconté ce rêve-là, moi j'avais en tête ce que vous m'aviez dit, la première consultation. Et la première consultation, vous m'aviez dit, mais je ne comprends pas pourquoi tout ça m'arrive sur moi. Oui, oui. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi je reçois autant de malheurs? Autant de malheurs, oui. Et ça, c'est une question que vous posiez. Ouais. Et la deuxième consultation, vous nous offrez ce rêve. Ouais. Et donc, juste après le rêve, on va continuer, si vous voulez bien, on va continuer avec ce que vous nous racontez. Il nous a ramené le cousin. De la famille. Parce que moi, j'avais un oncle, que c'était un saint. Quelqu'un qui était reconnu comme un saint parce qu'il guérissait, il faisait des choses. Moi, j'étais malade, j'avais des amygdales. Je pouvais rien faire, pas respirer, je pouvais pas. Alors ma mère lui a expliqué pourquoi il a sorti un bout de sucre, il a craché dessus, il me fait ça, et comme ça, il m'a dit tu manges ce sucre. Je l'ai mangé, tout de suite après, on dirait que c'est vrai, j'arrive pas. Vous ne ressentiez plus rien du tout. Plus rien du tout. Ouais. Et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait un pouvoir. C'est pas comme l'a raconté, ça je l'ai vu. Vous l'avez expérimenté, vous, ça vous l'avez senti dans votre corps, ça. Ouais. Il y a des gens qui ont des pouvoirs comme ça. Et ce pouvoir, ce qui était important, c'est qu'il était dans sa propre famille, de son côté à lui. Alors souvent ce sont des paroles, on dit il est capable de faire ça, etc. C'est des choses qu'on raconte. Et lui, il les a expérimentées dans son corps. Et donc cette force-là, elle est dans la famille. Elle est là. Le problème, c'est que comment lui peut y avoir accès à ça, puisque ça passe par son père. Il y a eu une séparation entre son père et sa mère qui était très violente. Et elle a vécu sa vie comme ça, après cette séparation, avec la rancœur. Hein. Et lui, il en a voulu, mais tu ne peux pas imaginer à quel point, à son père. Jusqu'à maintenant, Jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'il n'a jamais pu ça part pas. C'est jamais pu avaler ça. Il est traumatisé. Et son père est maintenant reparti au pays. Il vit dans la maison de la famille, si je me rappelle bien. C'est lui qui occupe la maison de la famille. Alors lui, jamais il a dit un mot de travers avec son père. Jamais. Et cette colère, elle est là. Tu vois, elle est là, jamais elle est sortie. Il a jamais manqué de respect à son père. À un moment donné, vous m'avez dit, mais moi je n'irai pas le voir. C'est à lui de m'appeler. C'est à lui de se manifester. Et lui, il a eu le courage de faire le premier pas. Oui. C'est ça. Peut-être qu'on lui a donné cette force de faire le premier pas. Tu es retourné, c'est resté 5 mois. Vous êtes parti 5 mois pour vous occuper de votre père. 5 mois, oui. Ah oui, ça va. Je pense. Ah oui, ça dit bon, c'est très important. Vous êtes resté avec lui dans la maison? Non. Non. J'ai construit une maison à la campagne. D'accord. Et puis, merci. Et puis, le matin, c'est chez lui, l'après-midi, c'est chez lui. D'accord. Je faisais aller-retour, parce que je surveillais, je construisais, je surveillais. Tu te rends compte, c'est lui qui faisait attention à la santé de son père à la fin de sa vie. C'est voilà. lui qui était présent. Oui. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On s'est devenu comme avant, hein, puis on se parlait, j'allais le voir. Il attendait ma visite, quand on ne voyait pas, il me dit pourquoi t'es pas venu. Parce que c'est vous qui m'avez ouvert un peu les yeux. On avait ouvert la porte, en fait, plutôt La que les porte, yeux, c'est ouvert oui. la porte. La porte, Il faut permettre que les gens changent aussi. de voir autrement et puis de réfléchir autrement. Et nous, simplement, ce que je crois qu'on a fait dans ce travail de médiation, c'est lui ouvrir la porte pour lui dire, écoute, tu peux la prendre. Si tu veux, tu peux y aller. Et c'est possible de le faire. Il va nous le dire d'ailleurs, hein, si vous voulez bien. Je vais mettre la dernière session parce que on va parler de cela justement. Ouais, J'ai perdu ma mère sur sa tombe. Personne ne pense à aller. C'était frères et sœurs. Et moi, chaque fois je me pointe là-bas, si je vais en vacances là-bas, je suis le premier à y aller. Et pourtant, c'est leur mère aussi. Bien sûr. Dans la famille, c'est lui qui porte la responsabilité, on peut dire des choses comme ça. C'est moi qui porte le parasol pour que les autres, le soleil ne leur touche pas. Pour les protéger. Attendez, c'est pour les protéger. comme ça. Ah, c'est lui qui porte ça pour les protéger. La question, c'est qui est-ce qui porte le parasol pour le protéger, lui? C'est lui qui porte tout. Et lui, il dit, où est celui qui tient le parasol pour moi? Ma mère le faisait ça, d'accord, mais bon, elle est partie. Maintenant, qui est-ce qui tient le parasol pour moi? Il y a un sens à tout ça. Hein. Si on veut que ça tienne, il faut que lui soit protégé, pour que lui puisse protéger ses enfants. S'il n'est pas
À ce moment-là, n'importe quelle femme mauvaise peut faire n'importe quoi à la famille. Peut casser les choses. Et quand on parle de cette ancienne femme qui est là, peut-être qu'il n'a pas été complètement, peut-être qu'il y a des choses, des contentieux qui restent là. Mais cette femme-là, elle peut agir sur lui parce que lui n'est plus protégé par tout ça qui est au-dessus de lui. La maladie est toujours quelque chose qui nous transcende, c'est-à-dire que quand on sort, on est beaucoup plus fort. Puis on les oblige à faire des choses qu'on n'a jamais pu faire. On va chercher en soi ce qu'on n'a jamais été chercher. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là peut-être la maladie l'oblige, lui, à sortir de lui, à trouver des forces pour aller faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé qu'il aurait été obligé de faire. Pour terminer aujourd'hui, je voudrais remercier M. Chaoui pour l'entretien qu'on a eu. Moi, j'étais très très content. Je crois Pas de quoi. Non, mais nous, on a été très contents de vous voir. Ah ben moi, je vous remercie aussi. Hein. Vous m'avez aidé à surmonter l'escalier, comme on dit. Madame Nieclou aussi. C'est grâce à elle, parce que sinon, bien sûr, je peut-être serais dans une tombe. Oui, c'est ça ce qu'il disait M. Chaoui, c'est-à-dire comment se fait-il qu'on arrive comme ça à vous parler. Et vous nous faites parler des trucs secrets. Voilà, des trucs qui sont en nous. Oui. Ça, comme moi, je parlais à personne, de mon père, de ma mère. C'est ça qui l'étonne encore aujourd'hui. Je dis, c'est pas un médecin, c'est pas c'est un être humain comme moi. Voilà, donc je vais tout de suite appeler à me rejoindre les participants à cette table ronde. Donc Serge Bouzmin, directeur du Centre Babel. Anne-Margot Duclos, donc médecin responsable du CEFDT de la Fondation Rothschild de Paris, dans le 19e. Caroline Sargent, professeure d'anthropologie à Washington University à Saint-Louis, dans le Missouri. Marie-Rose Moreau, je ne me présente plus. Troisième participation. Et puis Fatou Dia, chef de service à ISM Interprétariat. Alors, Serge, écoute, j'aimerais commencer par toi et par t'interpeller tout de suite sur ce dispositif. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tout ça s'est construit ? Bien. C'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on peut faire le lien avec ce qui a été dit dans la session d'avant, parce qu'en fait, tout notre travail va démarrer en 1994. À l'hôpital Necker, à l'époque, on va mettre en place une recherche auprès des familles migrantes dont un ou plusieurs enfants étaient touchés par le VIH. Et dans cette recherche que nous avons mis en place en 1994, je dis 1994 parce que c'est encore une fois le contexte où on a très peu de médicaments pour agir sur la maladie, et en quelque sorte la médecine s'ouvre aux sciences humaines. Et à ce moment-là, on se pose des questions que peut-être on ne se poserait pas autrement. Et dans cette recherche, on a reçu les familles qui acceptaient de participer à cette recherche pouvaient être reçues dans le cabinet consultation de la consultation hospitalière en présence de leur médecin hospitalier. L'entretien est animé par un psychologue clinicien qui est associé à un médiateur interculturel. Et l'objectif, c'était de confronter les points de vue du médecin et ceux des patients sur l'origine de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans cette recherche? La première, c'est que quelle que soit leur origine géographique, les patients, les familles, avaient une connaissance relativement précise de l'étiologie virale de la maladie. Ça, c'est déjà une première surprise, parce que souvent on disait ils font des choses, ils vont dans des circuits parallèles parce qu'ils ne savent pas. En fait, ils avaient une connaissance relativement précise de l'étiologie virale. Par contre, ce qu'on a constaté également dans cette recherche, c'est que la quasi-totalité des familles avaient recours à des réseaux thérapeutiques parallèles. En fait, tout se passait comme s'ils considéraient que l'étiologie médicale du virus pouvait expliquer le désordre somatique sans pour autant que cela soit suffisant pour expliquer le sens de ce qui leur arrivait. Et à ce moment-là, il était tout à fait logique pour eux de considérer que la maladie virale était en fait un outil au service d'une intention malveillante. Et elle pouvait tout à fait, ces familles, suivre
les prescriptions du médecin hospitalier, prendre les médicaments pour lutter contre la maladie SIDA, tout en mettant en place parallèlement les protections que le thérapeute traditionnel avait été prescrit contre la tête sorcière. Ça, c'est le premier constat que nous avions fait. Le second, c'était en fait, on s'est rendu compte, on n'attendait pas cet effet, mais que la relation médecin-patient sortait renforcée de ce type d'entretien. Donc à partir de ce moment-là, effectivement. C'est donc à partir de là que s'est mis en place donc, la relation avec la Fondation Rothschild. Quelques années après, effectivement, avec Anne, qui nous a ouvert les portes du service, on a mis en place en 1998 cette fameuse recherche dont a fait partie ce patient, avec ce coup-ci, on s'adressait à des situations de blocage du projet de soins. Et on est parti avec une idée, somme toute, assez simple, en se disant, si dans les situations de blocage, nous mettions le patient en situation d'agir sur sa propre problématique, qu'est-ce qui se passerait? Alors qu'habituellement, tu le sais Stéphanie, le patient est plutôt en situation de dépendance dans un projet de soins. Alors pour mettre en place effectivement ce dispositif, on s'est inspiré d'un certain nombre de courants. Alors le premier va faire plaisir à notre ami Yavenda, Michel, il vient du Québec, hein, c'est le courant de l'empowerment, c'est-à-dire ce courant qui prône le développement du pouvoir d'agir des patients en situation de vulnérabilité, qui nous propose une méthodologie pour cela. Et dans cette méthodologie, une des premières conditions, c'est que le patient participe à la construction de la définition de ce qui pose problème. Et qu'en aucun cas, la définition du problème ne peut rester de l'apanage unique, de la responsabilité unique des professionnels. Alors ça, c'est un élément très important. Alors quand on a voulu l'appliquer dans le contexte médical hospitalier, tu vois un peu le passage, c'est-à-dire que la consultation médicale, par définition, c'est l'application d'une expertise du médecin de manière unilatérale. C'est cela. Et là, on proposait de remplacer ce modèle de la prescription par un modèle de négociation basé sur un partage des connaissances. Alors pour appliquer cela, c'est clair qu'on s'est appuyé là aussi sur l'anthropologie médicale, et en particulier sur tout courant anglo-saxon. On part surtout sur le fait, sur quelques éléments fondamentaux, on n'est pas là pour faire un cours, mais simplement sur quelques éléments fondamentaux qui nous ont permis de nous guider. Le premier, c'est que la médecine, la maladie, n'existait en tant qu'objet social que par l'interprétation qu'on était donnée. Ça, c'était fondamental. Et qu'en fait, la biomédecine n'a donc pas l'exclusivité de la définition de cette maladie. Alors Arthur Kleinman, dont Caroline va certainement parler un petit peu plus tard, qui est vraiment un pilier de l'anthropologie médicale américaine, lui postulait, disait, médecins et patients sont en fait chacun dépositaire d'un modèle explicatif de la maladie. Et donc d'un savoir. Et donc d'un savoir, mais chacun avait ce modèle, et il conceptualisait la relation de soins comme une négociation entre ces deux modèles. Et donc c'était clair que nous, on allait se poser la question, et si les situations de blocage étaient dues à un échec de la négociation entre ces deux modèles en présence? Alors si nous reprenions la négociation, pour permettre effectivement aux patients de s'approprier le modèle médical, tout en gardant vivant son propre modèle explicatif. C'est un peu le sens de ce travail que nous avons essayé de faire, et grâce, on s'est appuyé là aussi, alors je me tourne vers Marie-Rose, sur les psychiatries, et évidemment à l'intérieur de la psychiatrie, sur la théorie complémentariste de Georges Devreux, qui nous a permis de concilier dans le même espace interprétation profane de la maladie et interprétation scientifique. Là, l'enjeu était vraiment fondamental pour nous, parce que si on souhaitait que d'autres que le médecin interviennent, il fallait véritablement que la définition puisse évoluer de la maladie. Si la définition restait uniquement biomédicale, la seule personne, le seul professionnel qui peut intervenir de manière légitime, c'est le médecin. Si par contre, sans réfuter l'interprétation médicale, vous construisez avec le patient et ses proches une interprétation plus large de la maladie, alors d'autres acteurs peuvent entrer en jeu. Enfin, pour terminer, il faut quand même citer Toby Nathan pour le travail, la construction du cadre technique qui s'est beaucoup inspiré de la clinique qu'il a mis en place, notamment en prenant avec sérieux les théories profanes des patients, mais aussi en introduisant la glande maternelle comme un outil actif dans le processus de transformation. Alors justement, ça, j'en vois bien dans ce film vidéo qu'il y a une nouvelle construction une construction d'un nouveau récit autour de la maladie. J'ai envie de te demander sur quel courant théorique tu t'es appuyé pour reconstruire ce récit. Là, il y a vraiment un courant là aussi qui est un courant qui est né, celui-là en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui est celui des thérapies narratives.
J'aimerais citer deux noms qui sont celui de Michael White et de David Epstein, qui sont vraiment les deux promoteurs de ce courant-là, qui considéraient que pour pouvoir permettre au patient de prendre une part active dans sa vie, il fallait s'appuyer sur la puissance curative du récit. Donc le récit n'est pas simplement quelque chose qui enveloppe, mais il peut modifier la situation, il peut modifier l'identité. Et donc ça, c'était vraiment fondamental, parce que dans chaque situation singulière que nous rencontrons, on essaye à chaque fois de construire un nouveau récit qui va articuler les points de vue en présence. Alors souvent, au début de la consultation, c'est la maladie qui est au centre de l'intrigue. Et c'est le médecin qui va dérouler cette intrigue. Puis progressivement, une fois qu'on a épuisé les questions autour des faits médicaux, à ce moment-là, on se tourne vers le patient et ses proches en lui demandant de nous livrer leur point de vue. Et c'est assez surprenant parce que Anne peut en témoigner, c'est souvent à ce moment-là que le patient va se tourner vers son médecin hospitalier en lui disant « Mais est-ce que je peux parler de ces choses-là ici ?» Et c'est vrai que la question c'est est-ce qu'on peut véritablement dans un entretien médical hospitalier quitter les chemins habituels de l'entretien médical? Est-ce qu'on peut véritablement parler de malédiction, de sorcellerie, de mauvais œil à l'intérieur de l'enceinte hospitalière? C'est vrai qu'avec l'autorisation de leur médecin, à ce moment-là, le patient va pouvoir prendre une place active, dérouler un récit dont il devient le personnage central. Et ça, c'est véritablement important. On voit bien la bascule entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à faire ce mouvement-là, il faut à chaque fois pointer les limites de l'intervention médicale sans surtout la décrédibiliser. C'est ça l'enjeu. L'intervention médicale a toujours des limites qu'il convient de pointer, mais sans surtout faire perdre le crédit que les patients accordent à leur médecin. C'est évident que sans la confiance que les médecins nous accordent depuis une quinzaine d'années, ce travail aurait été impossible, et d'ailleurs il n'aurait pas grand sens à vrai. Merci Serge, tu me permets de faire le pont vers le travail du docteur Anne-Margot Duclos, et j'ai envie de vous demander, docteur Duclos, quel chemin et quelles questions amènent un médecin hospitalier comme vous à faire un jour appel à un dispositif transculturel? Jacques, si on parle du médecin hospitalier, du médecin en général, mais je crois que vous avez déjà discuté ça, à partir du moment où on est confronté à des affections chroniques, où la médecine n'apporte pas toutes les réponses, c'est-à-dire la guérison, le retour à l'état antérieur, arrivent des problèmes, je dirais, qui sont hors champ médical strict, c'est-à-dire biologique, qui vont se poser en consultation, qui peuvent être ces difficultés rencontrées par le patient, qui sont d'ordre psychologique. Sa vie est complètement chamboulée par une maladie, par les médicaments qu'il prend, qu'il doit prendre tous les jours. Je ne parle pas de maladies forcément évolutives, simplement de maladies chroniques où il faut prendre un traitement. Puis il y a des maladies qui ont un handicap, avec un retentissement physique important, fonctionnel, et le patient vient avec tout ça. Et on est là confronté à des difficultés inhérentes à l'existentiel. Maintenant, dans un centre de la douleur, il y a une culture du centre de la douleur qui est une approche assez biopsychosociale, comme elle devrait l'être dans toutes les approches médicales d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre l'individu comme unique, particulier, et avec cette dimension, bien sûr, physique, biologique, on va dire, mais aussi sociale, affective, et normalement culturelle. En sachant qu'on insiste plus par notre formation, par notre culture médicale, sur l'aspect, on va dire, psychosocial qu'on connaît mieux que les aspects culturels, puisqu'ils ne sont quasiment pas enseignés en fac, on peut pas dans toutes les universités. Et quand elles sont enseignées, c'est souvent en début d'études, et on a un savoir théorique, mais on n'a pas de savoir pratique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, de l'agir et d'aller vers ces autres savoirs et ces autres interprétations. Je dirais qu'en tant que médecin alvéologue, ce que vous l'aviez fort bien dit tout à l'heure, c'est effectivement des difficultés dans la relation thérapeutique qui va nous conduire aussi à faire démarrer cette consultation. Ça peut être, je dirais aussi, des difficultés dans la compréhension du symptôme. Je pense par exemple à une patiente qui m'avait été adressée pour des céphalées après aménangiome, et je lui ai demandé de m'expliquer son mal de tête. C'est quoi votre mal de tête? Ma tête ne m'appartient pas.
C'est interpellant. J'ai cherché à voir s'il y avait un équivalent de douleur neuropathique ou de migraine. Enfin bref, on a une espèce de screening en tant que médecin, des symptômes, une sémiologie. Ça ne rentrait pas du tout dans nos arcanes sémiologiques habituels. Et elle avait aussi un comportement anorexique et ça nous a évidemment amené à faire une consultation. Alors elle avait vu beaucoup de psychiatres, cette jeune femme bien sûr, et elle était suivie et c'était... Puis il y a ces situations d'extrême passivité, d'impuissance qu'on ressent quand la personne vient nous voir. Elle vient toujours nous voir, mais elle n'est pas adhérente au projet. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire démarrer le projet thérapeutique. Et là encore, on se pose le problème, pourquoi vient-il nous voir? Il vient encore et pourtant rien ne bouge. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a des moments où on est un peu exaspéré, surtout si c'est en dernière consultation, on est un peu fatigué. On dit, bon, il ne fait rien, il ne prend pas ses médicaments, on a j'en ai marre, il peut aller voir ailleurs, on n'est pas seul, voilà. Soit on réfléchit et on se dit, voilà, bon, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il veut dire autre chose que lui-même ne connaît pas lui-même. Ça, on a un peu l'habitude dans le modèle psychothérapique, de ces absences d'énoncés qui veulent dire autre chose, en tout cas quand il y a un énoncé. Mais on peut aller plus loin là. Et je trouve que cette dimension-là est très intéressante. Donc il y a déjà cette dimension qui est propre à votre spécialité médicale, mais qu'est-ce que le dispositif a changé dans votre pratique, à votre pratique à vous, et puis à la relation ensuite qui s'est instaurée entre vous et vos patients? Je dirais que d'abord, elle nous a amené à réfléchir sur ce qu'on propose, ce qu'on est, ce qu'on présente, et quels sont les postulats sous-jacents à nos démarches. Ça, c'est fondamental. Moi, je trouve ça extraordinairement enrichissant. Ensuite, en termes, maintenant, par exemple, je prends l'exemple de ce patient qui m'avait interpellé sur des douleurs vraiment neuropathiques typiques de lésions de la moelle. Simplement, on prospectait, je regarde un petit peu son sommeil, et puis ses répercussions dans la vie de tous les jours, et ses accès de colère. Et quand il m'avait dit, je lui disais, qu'est-ce qui se passe au moment où vous êtes en colère? Pouvez-vous me décrire comment vous êtes, dans quel état? Il dit, je ne sais pas, ce n'est pas moi. Et c'est là où j'ai été interpellée, effectivement, sur cet aspect de l'interpellation culturelle. Et on peut dire, bon, il est un peu, c'est vraiment la crise d'angoisse, avec ce sentiment d'étrangeté, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre interprétation de possession? Effectivement, je l'ai dit, mais qu'est-ce qu'on dit de ça chez vous quand c'est comme ça? Et c'est comme ça que vous m'avez parlé du mauvais œil, d'ailleurs. Et qu'on a pu mettre en route cette... Après, les consultations se sont passées de manière beaucoup plus simple. La relation thérapeutique, elle n'était pas mauvaise avec lui, qui était plutôt conviviale, il avait une confiance, mais il n'adhérait à aucun projet thérapeutique. Et il ne bougeait pas, c'est-à-dire qu'il restait dans sa chambre. On a une démarche un petit peu comportementale, on essaie de développer des motivations pour sortir, pour recréer un lien social. Ce patient restait toujours dans sa chambre. Donc et là, il a commencé à sortir, donc les conséquences ne sont pas liées à notre intervention en termes de centre de la douleur, mais bien liées à la médiation et à la compréhension. Et il a pu me dire ce qui se passait et pourquoi il ne franchissait pas le seuil de sa chambre. Et en tout cas, moi, j'ai compris. Avec mon système à moi, mais ça a permis de faire ce lien qui fait que ça a permis de dynamiser la relation et de faire des propositions. J'ai évidemment enlevé les antidépresseurs, les somnifères. J'ai beaucoup allégé mon traitement chez ce patient. Donc, à l'occasion, c'est une répétition, c'est-à-dire ça change notre manière d'être et de voir et de comprendre nos problématiques. Non pas de la partager, mais de la comprendre, et donc d'avancer, et de ne pas se bloquer. Je reviendrai peut-être sur la notion de la relation thérapeutique, car une relation thérapeutique est difficile, on a là encore, on screen pourquoi elle est difficile. Notre lecture est assez analytique, enfin psychanalytique, on va dire en termes de rejet, quand on transfère, qu'est-ce qui se passe dans cette relation. On essaye de l'analyser selon ces termes. Et je me suis aperçue que ces termes ne sont pas toujours adaptés, cette grille d'analyse n'est pas toujours adaptée. Le patient, il n'est pas ni déprimé, qui l'empêche de faire son projet thérapeutique, il n'est pas, par exemple, dans une relation un peu perverse avec son thérapeute, il est dans une situation d'être empêché de bouger. Et ça, je l'ai compris, j'ai mis un peu de temps, on a fait plusieurs comme ça, médiations, avant de comprendre qu'on pouvait être empêché de bouger, en un mot que la personne, l'individu n'a pas le pouvoir sur lui-même.
Et ça, c'est une réelle confrontation, une réalité qui n'est pas forcément très agréable pour une pensée occidentale, en tout cas pour moi. Donc on peut dire, je reviendrai peut-être avec d'autres questions plus tard sur justement les conséquences de mise en place de ce dispositif de médiation et de ses contraintes aussi peut-être en termes de temps par exemple. Mais avant ça, j'aimerais poser une question à Fatou Dia sur le positionnement du médiateur culturel. Alors, le médiateur culturel, il occupe donc, comme on l'a vu, une place fondamentale au sein du dispositif. Comment définirais-tu sa place et en quoi est-elle différente de celle d'un interprète? Merci Stéphanie. C'est vrai que la place du médiateur est une place très importante, centrale, quelquefois. Mais je commencerai par l'interprétariat d'abord. Parce que j'ai une formation d'interprète à la base. Ça fait 25 ans que je travaille à ISF comme interprète avec plusieurs collègues. Et au fur et à mesure de nos interprétariats, nous sommes amenés à répondre à des questions qui n'étaient pas prévues dans l'interprétariat. Parce que l'interprétariat, c'est une traduction entre le patient, le francophone et le médecin. Donc ce que nous appelons chez nous un dialogue à trois. Nous sommes là pour faire passer un message pour que les deux parties puissent se comprendre. Au bout d'un moment, il y a des consultations où on est amené à aller plus loin que ça, mais sans avoir la formation, puisque nous sommes formés pour être interprètes en milieu social, donc qui est quand même différent de l'interprète de conférence. L'interprète de conférence a son texte déjà élaboré, il connaît déjà. Nous, quand on arrive dans un hôpital, je prends l'exemple d'une maternité où j'ai travaillé quand j'ai commencé. J'arrive, une maman soninké arrive, on me dit Fatou, viens voir ta patiente. Je ne sais pas pourquoi elle est là, elle est enceinte. Bon, donc je vais commencer par prendre le dossier, m'occuper d'elle du début à la fin, servir d'interprète de la prise de sang jusqu'à la consultation. Et tous les mois, quand elle vient, je m'en occupais jusqu'à l'accouchement. Donc ça, c'était un suivi, mais toujours de l'interprétariat. De fil en aiguille, comme je connaissais les mamans, il est arrivé que les médecins me sollicitent en salle d'accouchement. Parce que telle maman n'a pas voulu une césarienne. On vient me voir pour me dire, est-ce que tu peux venir en salle d'accouchement? Ah oui, pour faire quoi? Je ne suis pas habilitée à aller en salle d'accouchement. Oui, mais elle ne veut pas qu'on lui fasse la césarienne. Et là, j'ai commencé à faire de la médiation, sans pour autant me rendre compte que c'était de la médiation déjà. Parce qu'il fallait que je parle à cette dame. Il y avait des bruits qui couraient en région parisienne, puisque nous travaillons en région parisienne. En France, on nous fait des césariennes pour limiter les naissances. Il a fallu que j'explique à chaque fois le pourquoi du comment. La piqûre qu'on nous prescrit après l'accouchement, c'est aussi pour nous rendre stériles. Donc tout ça, c'est plus de la traduction, mais c'est de la médiation, puisque la patiente, me connaissant depuis plusieurs consultations, se confie à moi, mais dans le cadre de l'interprétariat, je traduis tout au médecin. Donc les médecins ont pris conscience quand même que je n'étais plus la machine à traduire, donc de passer du message du médecin au message du patient, et surtout à notre niveau comme interprète en milieu médical et social, c'est permettre aux médecins, aux patients de comprendre un discours qui n'est quand même pas facile. Déjà nous, en tant qu'interprètes, il y a des termes, un carcinome, moi je l'ai appris quand j'ai commencé à être interprète, hein. Je connaissais cancer, carcinome, ça ne voulait rien dire pour moi. Après, il fallait se former. ISF nous forme pour pouvoir intervenir et faire ces traductions-là. Mais après, le patient qui vient du fond d'un village Peul du Sénégal, du Fouta, quand on lui explique certaines choses, on ne peut pas l'expliquer littérairement. Il faut réadapter, reformuler pour
que le patient puisse comprendre le discours. Donc c'est une traduction qui est quand même très différente de la traduction de conférence. Donc au fur et à mesure qu'on est interprète, avec l'expérience, on tombe sur des équipes qui nous poussent vers la médiation. Je prends l'exemple mon exemple à moi, c'est au bout d'un an, j'ai travaillé avec Toby Nathan et avec un médecin, Dr Marga, et c'était les premiers médecins qui, après la consultation, m'appelaient pour me dire « Qu'est-ce que tu en penses ?» De quoi? De ce qu'on vient de dire, ce que le patient vient de dire. Comment on fait chez toi? Là, ça devenait intéressant parce que j'avais quelque chose à dire. Et surtout, ça donnait aussi la parole au patient. La fois d'après, je pouvais aborder le sujet culturel avec le patient et surtout, il devenait un être humain important, pas seulement le patient qui avait une souffrance. Donc, il faisait partie de cette consultation à trois et il prenait toute son importance pendant la consultation. Justement, j'avais envie de revenir sur cette expérience alors, comment tu as vécu ce glissement de ton rôle d'interprète au rôle de médiateur? Parce que là, tu nous parles d'expériences positives où l'équipe finalement accompagnait ça et était en demande de précision. Est-ce que c'est toujours vécu comme ça ou comment tu négocies? Est-ce que tu dois parfois négocier ton rôle de médiatrice et comment est-ce que tu le fais? Au début, quand on est interprète, on ne négocie rien du tout, on traduit. Et quand on tombe sur une équipe où le médecin vous dit d'emblée « Bonjour, vous êtes madame l'interprète, je vous demande de traduire tout ce qu'on vous dit ». Là, vous ne pouvez rien négocier. Et surtout, certains professionnels ont peur que la traduction ne soit pas exacte, que tout ne soit pas traduit, qu'il y ait une complicité entre le patient et l'interprète. Donc souvent, c'est à nous, avec notre formation, de rassurer le professionnel en disant « Nous sommes interprètes, je suis interprète d'ISM, nous sommes reconnus, il y a une association qui a quand même 40 ans d'âge, nous avons des formations et surtout, je reste neutre, je suis appelée par l'institution, mais ne vous inquiétez pas, je vous traduirai tout. » Ça rassure un professionnel. Quand on tombe sur une équipe qui est comme l'équipe de transculturel d'Avicenne ou de Cochin, là d'emblée, on a quand même un médecin qui nous pousse à aller vers la médiation. Donc c'est plus confortable. Mais la formation à la médiation, on a quand même fait un bout de chemin à ISM parce qu'on n'était pas formés pour être des médiateurs et des médiatrices. C'est pour cela que depuis peu, on a commencé à faire des DU avec nos salariés qui le souhaitent, parce qu'avec la formation continue, nous avons beaucoup de formations, mais le DU permet aux interprètes qui le veulent de faire cette formation pour être des médiateurs professionnels. Parce que jusqu'à présent, moi quand je vous parle de mon expérience, c'était la médiation, j'ai été amenée à faire la médiation parce qu'un médecin a voulu aller plus loin. Ou le patient, des fois c'est le patient qui nous pousse avec le médecin à aller vers la médiation. Parce que le patient peut nous demander quelque chose, mais je ne peux pas le dire ici. Toi tu me comprends. Tu sais, chez nous, c'est ce qu'on dit. Donc, comme on est interprète, on le traduit au médecin. Le médecin dit, chez vous, ça se passe comment? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et là, la médiation s'enclenche. Mais la formation est tout de même nécessaire. Tu disais que bon, finalement, pour beaucoup d'interprètes, la médiation, c'est un peu venu de soi, par la force des choses, par les contraintes de la relation médicale et des problèmes d'incompréhension des deux côtés. Donc la formation, elle a quel intérêt? Donc tu expliques que voilà, cet intérêt de parler, de communiquer aux médecins, de l'intérêt de mettre en place des dispositifs, par exemple, comme celui de Serge et Catherine. Oui, alors la formation, on a eu beaucoup de mal à avoir cette formation, parce que bon, déjà elle n'existait pas, la formation de médiatrice comme on l'entend aujourd'hui, hein, parce que médiatrice, ça englobe beaucoup de choses dans le domaine des associations de l'interprétariat. Mais c'est vrai qu'au moment où la plupart des interprètes ont commencé à avoir ce questionnement, l'ISM s'est aussi posé cette question, comment on peut avancer pour aider nos salariés à
pouvoir être des professionnels de la médiation. Donc après, c'est vrai qu'on avait commencé avec IPAOS, qui était quand même un précurseur dans ce domaine, et avec le centre Babel, mais je dirais qu'on a commencé à faire de la médiation, même si on n'était pas des pros, on a quand même eu une formation sur le tas et sur les lieux avec les consultations transculturelles. C'est quand on a travaillé avec le centre Minkowska et qu'on a travaillé surtout avec Toby Nathan, on a travaillé avec Marie-Rose pendant 20 ans, forcément on glisse de l'interprétariat à la médiation, qui n'est pas au sein même de la consultation, parce qu'on va plus loin que la consultation. La consultation normale d'un médecin avec un patient, c'est à peu près 15-20 minutes. Une médiation, on prend le temps de dire les choses, de comprendre les choses, et pour l'interprète, médiateur, et pour le patient, et pour le médecin. Donc ça devient très intéressant pour nous, parce que ça nous renvoie aussi à nous faire cette formation, mais surtout à mieux connaître notre métier et notre positionnement, qui est quand même au début interprète dialogatoire, médiateur, on passe à plus de personnes. Et cette reconnaissance, elle est cruciale pour que ce genre de dispositif fonctionne. Elle est cruciale, et surtout par les temps plus courts, même l'interprétariat n'est pas toujours reconnu. Moi, j'avais servi, donc je peux vous en parler. Souvent, les médecins dans les hôpitaux, le médecin a besoin de quelqu'un pour traduire. L'hôpital ne peut pas valider parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que ceci, cela. On va demander à une personne de l'hôpital de venir traduire. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû accompagner une maman que je connaissais. Elle est peu du Sénégal, mais du Sud. La personne qui a traduit, c'était une femme de ménage qui était d'origine soninké, mais qui parlait Peul, mais de Mauritanie. Donc la maman vient en consultation génétique, très compliqué quand même, la génétique. Généticien a quelqu'un pour traduire, il ne se pose pas beaucoup de questions. Donc la maman passe une consultation, on lui explique des choses, elle a compris peut-être 10% de ce qu'on lui a dit. Ok, oui, d'accord, elle est partie chez elle. Deuxième consultation, la même chose. La troisième consultation, on lui propose de faire une amyosynthèse. Là, elle refuse. Pourquoi elle refuse? Parce qu'elle n'a pas compris dès le début pourquoi elle était là. Parce que sinon, elle aurait compris que la myosynthèse était intéressante pour elle et il fallait qu'elle la fasse. Elle dit non, 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 moi je ne veux pas, et puis c'est contraire à la religion, je ne veux pas. Et quand moi j'interviens, par rapport à d'autres personnes qui m'ont conseillé de l'accompagner, je me présente en disant au médecin, je suis interprète professionnelle, j'accompagne cette maman. Oui, mais avec elle, on n'a pas de problème, j'ai quelqu'un. Je dis non, mais je ne vous demande pas de me payer, je l'accompagne gratuitement. Mais je veux juste qu'elle comprenne pourquoi, le pourquoi du comment. Ah d'accord, donc on est resté 1 heure. Il a fallu recommencer tout. Parce que la personne, la maman que j'avais accompagnée m'a dit, tu sais la personne qui est venue pour interpréter, mais on ne se comprenait pas. Je lui dis pourquoi? Bah, elle est Peul. Mais tu sais bien que chez nous, les Peuls, il y a différents accents. Bah, elle n'était pas de chez nous. Et en plus, elle est peu soninké. Donc déjà, il y avait ce rejet. Et en plus, elle ne parlait pas le même dialecte, elle ne le maîtrisait pas très bien. Donc en génétique, prendre quelqu'un qui va faire de l'approximatif, ce n'était pas terrible. Et une fois que je lui explique tout ce que le médecin m'a dit, elle dit, mais moi je suis d'accord. Maintenant, j'ai compris. Et on va appeler mon mari, qui lui aussi n'avait pas compris. Donc le médecin généticien avait perdu peut-être 2 ou 3 mois avec une personne qui n'avait pas la formation, qui ne connaissait pas cette différence, ou peut-être elle le fait, on lui a demandé, elle est salariée de l'hôpital, bon, elle est obligée, elle le fait. Mais ce n'est pas son métier. Alors que moi, c'était mon métier. Donc quand je traduis pour cette dame et qu'après le généticien me dit, vous pouvez venir la prochaine fois? Je lui ai dit, bien sûr, mais je peux aussi vous dire une chose. Il y a une association qui existe à Paris qui peut envoyer des interprètes. C'est peut-être pas moi qui viendrai, mais d'autres personnes. Ah oui, mais pourtant on en a dans l'hôpital, hein, mais je ne comprends pas. Je lui dis, mais à l'hôpital, vous avez des collègues qui viennent vous dépanner. Dépanner, ça ne veut pas dire faire ça professionnellement.
elle a pris des notes et la fois d'après, elle nous a rappelé. Merci Fatou pour ce témoignage. Caroline, je voudrais t'interpeller en tant qu'anthropologue médicale. Bon, les théoriciens d'anthropologie médicale s'appuient sur cette compréhension de la relation médecin-patient comme une relation de négociation donc entre deux modèles hétérogènes donc de la maladie. Est-ce que tu peux commenter ce genre de dispositif? Comment il qu'est-ce qu'il t'inspire en tant qu'anthropologue médical? Merci Stéphanie. D'abord, je voudrais dire que je suis ravie de participer à ce colloque important, surtout parce que je suis très intéressée par le dispositif à cause des stratégies assez diverses de la France et des États-Unis en ce qui concerne la différence culturelle dans le contexte de la médecine et de la clinique. Et éventuellement, je vais arriver à Arthur Kleinman. Il faut attendre un peu. Aux États-Unis, depuis au moins 15 ans, on se rend compte de l'institutionnalisation progressive de ce qu'on appelle la compétence culturelle, qui est beaucoup, c'est très répandu, mais ce que c'est exactement, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord là-dessus. Comme vous le savez, aux États-Unis, il existe un discours très répandu sur les questions de race, de l'ethnie et de la culture. Et j'ai dû apprendre, quand j'ai commencé à faire de la recherche en France, qu'il y a des mots qu'il vaut mieux ne pas dire, par exemple race, ou bien racisme, ou quelqu'un allait me critiquer. Mais aux États-Unis, on parle beaucoup de ces choses-là. Et au niveau de l'hôpital, cet intérêt se manifeste dans la présence des interprètes. Et là, je dois dire que c'est pas partout et c'est pas toujours. Mais à la base, on se rend compte qu'une consultation où le médecin et le patient ne se comprennent pas du tout, ne va pas marcher très bien. Mais je peux vous dire qu'il y a 20 ans, dans l'hôpital public tout près de chez moi, il y avait quand même beaucoup de consultations sans interprète, où le médecin donnait des ordres pour des analyses de sang, etc. Mais on n'expliquait jamais aux patients ce qui se passait. Donc, la situation s'est beaucoup améliorée de ce qui se passait à cette époque-là. Et de plus en plus, il y a des formations en compétences culturelles proposées aux étudiants en médecine. Il y a aussi des séminaires pour les médecins et les infirmières aux hôpitaux où se trouve une population importante d'une région telle que l'Amérique centrale ou l'Europe de l'Est. Tout récemment, j'habitais au Texas. C'est un État où il y a beaucoup de gens de l'Amérique centrale, surtout du Mexique, beaucoup de gens qui parlent espagnol, et la plupart des infirmières et beaucoup de médecins parlent ce qu'ils appellent l'espagnol pour les médecins. Donc c'est un vocabulaire qu'on n'apprend pas nécessairement la médiation des concepts, seulement un lexicon. Et il se peut que le comité d'éthique d'un hôpital s'occupe de cas où l'incompréhension subsiste entre cliniciens et patients et dont on suppose que les origines sont d'ordre culturel. Alors ça, Caroline, je pense que nous, en France, les comités nationales d'éthique ne sont pas structurés de façon... Ils ne s'intéressent pas à ce genre de situation-là. On ne discute pas de cas de patients difficiles. Par contre, j'aimerais, peut-être que tu vas en parler, toi tu as servi comme consultante dans un comité médical d'éthique, peut-être que tu vas aller en parler. Oui, parce que chez nous, il y a des comités qui s'appellent les comités de consultation éthique. Et puis, chaque mois, il y a des réunions du comité entier. Et entre-temps, s'il y a un cas compliqué, on fait appel à quelques-uns. Alors on peut organiser la médiation dans ce contexte-là.
Oui, on pourrait oui, dire. non, oui, si. C'est-à-dire que bon, j'étais membre du comité à 2 hôpitaux à Dallas, un hôpital public et un hôpital religieux. Donc il y avait beaucoup de différences entre ces deux hôpitaux. Mais moi, on m'a donné le titre d'anthropologue médiatrice ou quelque chose comme ça, parce qu'en effet, aux États-Unis, il n'y a pas un poste spécifique de médiateur ou médiatrice. Il y a les interprètes, il y a les anthropologues, il y a les gens qui font partie des comités d'éthique, il y a des gens qui ont fait une formation en compétences culturelles, mais il n'y a pas de médiation. Sauf s'il y a un interprète qui a appris à faire ça par hasard. Donc, c'est pas exprès. C'est ça qu'on appelle les cultural brokers. Cultural brokers? Je pensais que c'était l'équivalent de médiateur pour un. Oui, mais j'ai jamais entendu un médecin utiliser ce mot-là. Eux, ils disent interprète, fait appel à un interprète. Donc, il y a pas mal d'anthropologues médicaux comme moi qui travaillent dans le domaine de la médiation, même s'il n'y a pas vraiment un travail de médiation. Il y a quelques facultés de médecine prestigieuses, par exemple Harvard Medical School, la faculté de médecine à Johns Hopkins et à l'université où moi je me trouve maintenant à Washington University à Saint-Louis, la faculté de médecine, à tous ces facs, ils ont établi des curriculums innovateurs pour développer la compétence culturelle avec des livres. Il y a des livres particuliers tels que Curriculum de développement pour l'éducation médicale, et il y a des livres spécifiques publiés par l'Association des psychiatres américains et le Collège des obstétriciens gynécologues, et ainsi de suite, donc pour les spécialistes. Et est-ce qu'on peut dire, Caroline, que donc, aux États-Unis, dans ce contexte donc, politique du multiculturalisme, au niveau institutionnel, les choses sont plus faciles à mettre en place. Comme tu dis, il y a des formations reconnues, développées dans les facs de médecine même. Mais est-ce qu'au niveau pratique, dans la clinique, au fond, est-ce que ça marche mieux ici? Pas beaucoup mieux. Je sais qu'à la faculté de chez moi, faculté de médecine, ils sont très très fiers de leur service de médiation, d'interprète, etc. Mais en réalité, c'est pas idéal. Et je crois que c'est parce que on pense surtout aux mots, au vocabulaire, au lieu au concept. Et il y a aussi le problème très répandu comment est-ce qu'on va penser au concept de compétences culturelles. La plupart d'étudiants en médecine que je connais aimeraient bien une liste comme une liste de recettes pour chaque ethnie. Donc, chez les Mexicains, on a peur d'avoir la maladie qui s'appelle Susto, la peur magique, et donc on peut supposer que chaque Mexicain va se présenter avec cette maladie-là, ou bien chez les Chinois, il y a peut-être des difficultés avec l'énergie, le chi, ou bien des mères après l'accouchement ont besoin d'être réchauffées parce qu'elles ont perdu la chaleur obligatoire. Alors, les étudiants en médecine et les médecins aussi aimeraient bien une liste très pratique et très facile, et vous savez bien que c'est pas comme ça qu'on peut expliquer les choses. Donc, de perspective anthropologique, je peux dire que c'est loin d'être idéal. Marie-Rose, tu as été toi aussi avec donc, la clinique transculturelle, une des pionnières de mise en place du dispositif de la médiation donc, au sein de la clinique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur comment ça s'articule ou pas avec ce que tu pratiques et ce que tu enseignes, la question de médiation? Je vais tout de suite répondre à ta question, Stéphanie, mais j'avais l'impression que tu avais encore quelque chose à dire
Caroline, j'ai l'impression. Vas-y, je prends sur mon temps. Moi, prends, vas-y. Ok, parce que en retournant à Kleinman, qui a insisté sur l'importance de négocier entre le patient et le médecin, les médecins et les patients, je voulais dire que je trouve dans le film qu'on a vu, le moment le plus important du film, c'est la question du docteur Duclos qui a demandé aux patients qu'est-ce qu'on fait pour ce genre de problème chez vous. Donc, au lieu d'avoir une liste de maladies exotiques, on pose une question. Donc, ce qui est très important pour Kleinman et pour beaucoup d'entre nous, c'est l'écoute. C'est la narration du patient et c'est l'écoute. Donc, c'est l'ouverture à poser des questions qui a mené à la possibilité de la guérison chez ce monsieur et chez beaucoup de patients. Donc, je veux très vite raconter un cas que je trouve intéressant où je faisais la médiation, mais pas avec beaucoup de succès. Heureusement, il y avait quelque chose d'autre qui était là, qui était mieux que moi. Donc, il s'agit d'un jeune homme d'origine éthiopienne qui avait écrasé sa voiture contre un arbre à Dallas et il a souffert une blessure très grave au cerveau. Donc, ses sœurs et ses frères sont venus d'Europe, de plusieurs pays, et ils ont organisé un petit espace dans la salle d'attente où ils dormaient, ils recevaient les amis, ils faisaient du thé pour tout le monde, moi par exemple. Et ils restaient là pendant 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, le comité d'éthique, et bon, cette famille parlait bien anglais, donc il n'y avait pas de question de langue, mais plutôt c'était une famille de religion copte, et ils avaient souvent avec eux leur prêtre copte. Et après 2 semaines de discussion, les neurologues ont décidé qu'il n'y avait pas raison de garder ce monsieur à l'hôpital et que c'était le moment d'arrêter le traitement parce qu'il n'avait pas la possibilité de sortir de son état d'inconscience. Et alors, le chef du comité d'éthique a essayé d'expliquer aux sœurs et aux frères de ce monsieur que c'était le moment d'arrêter le traitement. Il a expliqué plusieurs fois. La troisième fois, moi j'étais là et aussi un pasteur qui faisait partie de l'équipe d'aumôniers de l'hôpital. Il y a un rabbin, il y a un prêtre, il y a des pasteurs chrétiens, il y a tout le monde qui travaille pour l'hôpital. Donc le pasteur qui était là était, bon, à l'origine il venait de Zimbabwe, il parlait aussi anglais, il était, je trouve, très très doué. Donc d'abord, le médecin, il explique pour la 3e fois pourquoi il faut arrêter le traitement. Pour la 3e fois, la sœur aînée explique pourquoi on ne peut pas arrêter le traitement. Alors, où aller de ce conflit? Le médecin est parti et il a quitté la salle, il m'a laissé avec le pasteur. Moi, j'ai rien dit. Le pasteur, lui, Joseph, il s'appelle, il a commencé à parler, mais pas du patient. Il n'a jamais parlé du patient, il n'a pas dit son nom, il n'a pas parlé du cas particulier du tout. Il a parlé de son champ de maïs à Zimbabwe. Et il a dit que des fois, il y a des périodes de sécheresse. Et on est là, on regarde le champ, il ne pleut pas, et le maïs commence à tomber, et les feuilles sont mortes, et comment on se sent désespéré quand on regarde ce champ. C'était une histoire vraiment très belle quand il a raconté, et à un certain moment, il a dit « Je peux mettre d'engrais ou bien d'insecticides, mais s'il n'y a pas de pluie, est-ce que le maïs va vivre ?»
Et la sœur aînée a commencé à faire des cris de lamentation qui m'a donné la chair de poule. Vraiment, c'était très difficile à écouter. Et après elle, c'était la petite sœur qui a pleuré de cette façon. Et puis tous les autres sont venus embrasser les deux sœurs. Et c'était à ce moment qu'on s'est rendu compte que le frère n'allait pas, il ne serait pas guéri. J'aimerais bien dire que tout le monde s'est compris et il n'y avait plus de conflit. Mais à la fin, le prêtre copte a dit que quand même, il y a toujours la possibilité de miracle. Donc, il ne faut pas arrêter le traitement. Moi, enfin, j'ai fait quelque chose un peu utile. Il y avait une réunion du comité d'éthique, du comité entier, et moi j'ai proposé d'attendre encore 2 semaines. Les médecins ont dit que les chambres en soins intensifs coûtent très cher. Je ne sais pas si on va parler des prix des choses en France, mais chez nous, on commence à dire, mais ça c'est 10 000 $ la nuit, c'est pas possible. Et moi j'ai dit que, bon, il faut quand même penser à ce que la grande sœur a dit. Elle a dit, 2 semaines, ça peut suffire pour les neurologues, mais pour nous, dans mon cœur, ça ne suffit pas. Alors à la fin, on a dit, pour être sensible aux cultures diverses, on va attendre 2 semaines. Et ça, c'est la fin de l'histoire pour le moment. Je savais bien que tu devais aller jusqu'au bout de cette... Effectivement, alors, je vais essayer de répondre à la fois à la question que tu m'as posée, Stéphanie, et si j'ai le temps, je raconterai justement une histoire pour dire merci en particulier au médiateur, mais répondre quand même sur la question de quelle place ça prend dans l'ensemble du dispositif transculturel. Alors j'essaie de réfléchir, donc moi j'ai commencé, Fatou le racontait tout à l'heure, on a commencé il y a plus de 20 ans avec l'idée de s'occuper des enfants de la 2e génération. Et donc dans un dispositif transculturel qui existait déjà, en particulier pour la 1re génération, et ce qui s'appelait ethnopsie, hein, c'était comme ça, l'ethnopsychiatrie. Donc on a commencé, en tout cas, le dispositif a commencé à s'élargir à la notion de 2e génération, puis ensuite au bébé, avec les consultations en maternité, tout ce qui est autour de la procréation. On a ouvert des consultations particulières, puis le sida nous a obligés, avec des médiateurs et des pionniers comme Sam, à introduire donc, de nouvelles problématiques de la réalité et donc de la formation qui va avec, le trauma, le réfugié, ensuite l'adoption internationale, enfin, vraiment les problématiques sont multiples, les mineurs isolés, les couples mixtes, voilà. Donc ça c'était pour le côté ethnopsie avec effectivement Avicenne et Cochin. Et puis, et Paris 13 et Paris Descartes. Et ensuite, il y a la question somatique qui est venue de la même façon, parallèlement, se dire, mais comment, pour les questions somatiques, on peut apprendre des patients, vous disiez vraiment très très bien, des médiateurs, comment on peut introduire des objets actifs comme la langue, les langues, le passage des langues, etc. Notre contre-transfert. Donc il y a eu des consultations de médiation, par exemple, autour de patients qui refusaient des traitements, on a dit la césarienne, la dialyse, enfin il y a eu vraiment les greffes, il y a eu tout un travail autour de ça, et la médiation, telle que le centre, enfin IPAOS d'ailleurs, l'a mis en place autour de la douleur, a pris place dans ce dispositif. Alors effectivement, se pose la question de la formation.
Nous, on est très fiers d'avoir proposé une des premières formations, en tout cas pour les médiateurs, les traducteurs. Et le fait de travailler ensemble, Stéphanie, Serge, vous avez beaucoup contribué à ça. Apprendre à travailler ensemble, à construire, à co-construire avec les pédiatres, avec les médecins, avec les sages-femmes et tout ça, de co-construire une manière de faire ensemble. Et alors moi, il me semble que, et ça sera vraiment ramasser le propos, que tout ça nous a amené à travailler sur nos positions. Parce qu'inventer des dispositifs, c'est facile en fait. Bien sûr, il y a la question de l'argent, du temps et tout ça, mais c'est quand même assez facile parce qu'on a régulièrement sur le terrain des envies. Si on fait comme ça, si on modifie ça, si on modifie le temps, si on modifie le fait qu'on discute avec les patients de à quel moment je leur fais la consultation, pourquoi, etc., eh ben, ça va avoir des effets. Mais il me semble que la principale limite, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que je voulais juste finir sur cette histoire pour rendre hommage à une médiatrice qui me l'a appris à mon corps défendant. Je sortais du congé maternité et je rentre après le congé maternité habituel des femmes françaises à ma consultation, qui me manquait d'ailleurs, transculturelle. Et la traductrice, on l'appelait comme ça à l'époque, qui était là, me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, Marie-Rose? Tu devrais être avec ta fille. » Mon congé maternité est terminé, mais vous connaissez la vulnérabilité des jeunes mamans qui rentrent. Et elle insistait, mais pourquoi tu l'as abandonnée? Tu aurais dû rester avec elle, elle a besoin de toi. Elle n'est pas encore, tu ne l'as pas encore adoptée complètement, etc. Je me mets à pleurer. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, je te croyais une femme intelligente, tu ne l'es pas. Bien, nous faisons la consultation dans un état second pour ma part, et quelques temps plus tard, la médiatrice me dit « Marie-Rose, je rentre avec toi ce soir parce que j'ai des choses à te dire. » On fait le chemin de retour et elle me dit, elle venait de se séparer de son premier mari, et elle me dit « Marie-Rose, je vais me remarier. » Félicitations, bravo. Je vais être la seconde épouse d'un monsieur génial. Et ça me va tout à fait comme idée. Je lui dis, mais jeune fille, je te croyais intelligente. Et là, c'est engagé une discussion où on a repris ce qui s'était passé en 1994 à la naissance de ma fille et dans ce moment-là de l'annonce. Est-ce qu'elle pouvait comprendre que je laisse ma fille, que je la confie à d'autres femmes, à une institution, à la crèche en l'occurrence? Est-ce que moi je pouvais comprendre le choix qu'elle faisait, qui n'était pas un choix passif, me disait-elle, qui n'était pas un choix bête, qui n'était pas un choix qui lui était imposé? Elle avait choisi cette manière de faire couple. J'avais du mal à me mettre dans cette position-là. Eh bien, nous avons discuté, nous discutons toujours de cette question. Mais tout ça pour dire que je crois que vraiment c'est ces positions intérieures, voilà, qui viennent toucher nos assises professionnelles, bien sûr, mais identitaires, de femmes, de mères, tout ce qu'on voudra, de soignants, et que ça, après on va aller chercher des théories qui vont nous aider, mais au fond, ce qui fait le cœur des alliances, le cœur des innovations, le cœur des nouvelles manières de faire, c'est quand même des modifications, de se laisser affecter par d'autres modèles et de construire ensemble quelque chose qui a du sens. Donc moi, je voulais dire que la médiation, elle rentre quand même dans cette idée-là de comment on travaille les positions pour qu'émerge quelque chose qui effectivement soit à l'image du patient, qui ne nous fait pas toujours plaisir, qui parfois qui nous émeut parfois, ou qui même parfois, il y a cette discussion autour des pertes de chance, je pense à un monsieur greffé,
qui devait être greffé et qui demandait du temps et puis qui est décédé pendant cette période où il demandait du temps. Et on s'est tous demandé si, est-ce qu'on avait eu raison de plaider auprès des médecins, puisque c'était une médiation, pour que ce patient ait le temps de faire ce qu'il avait à faire avant d'être greffé, sachant qu'il n'a pas été greffé. Donc, tout ça pour dire que c'est pas que des bons sentiments, quoi. C'est vraiment, c'est extrêmement actif. Lorsqu'on plaide pour n'importe quoi, du temps, une langue, une représentation, une manière de faire, c'était très joli. Il y a de l'argent, bien sûr, et c'est pas anodin, parce qu'après il y a des hiérarchies qui vont se faire. Il y a des dispositifs, il y a des aides aussi que l'on emmène avec nous dans ces manières de faire. Donc, voilà. Merci Marie-Rose.